Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. La vraie problématique, quelle est-elle des associations ? Vous avez certainement entendu ces derniers temps, en fin d'année dernière, les associations, le monde associatif qui se plaignait de ne plus avoir de fonds, tout simplement. Ils n'ont plus de pognon. C'est normal, l'État se désengage. Et j'ai toujours la dent dure, je l'assume totalement. À un moment, ça suffit, on ne peut pas vivre que du pognon de papa l'État. Ce qui ne veut pas dire que les associations ne foutent rien, en aucun cas. Mais je suis très clair, il y a un moment, notre monde s'américanise, vraiment pas pour le meilleur, mais il faut aller chercher le pognon. Et on va le chercher où ? Dans le monde de l'entrepreneuriat, dans l'entreprise, qui n'est pas le grand méchant loup, c'est pas Donald Trump. Et je sais pas ce que tu penses, parce que je sais que tu as convaincu ta DG de l'époque de rentrer avec vraiment cette connaissance que tu avais, mais aussi avec un état d'esprit qui était fondamentalement différent. Et Dieu merci, cette dame t'a ouvert la porte, parce que ça fait aujourd'hui 12 ans que tu es à la fondation des Amis de l'Atelier. Mais quand tu arrives justement à cet entretien, que tu lui dis, moi je vais créer un pont avec le monde du privé et le monde de l'associatif, sans oublier évidemment le monde public, même aujourd'hui en 2026, t'as plein de gens qui diraient « on ne va pas vendre notre âme au diable ». Ce qui mérite honnêtement qu'on sorte la boîte à claques tellement c'est stupide. Mais il y a 12 ans, on t'a pris pour une cinglée ou pas, ici ? Non, je pense que c'est ce qui a fait la différence en fait sur ma candidature. C'est-à-dire que déjà, quand ils m'ont contacté, je ne savais pas s'ils me contactaient pour un poste ou pour une prestation, puisque j'étais en indépendante. Donc moi, j'y allais en étant finalement assez libre dans mon discours et dans ma vision des choses. Donc quand j'ai exprimé et expliqué ma vision, alors j'avais travaillé l'entretien, mais presque plus comme une prestataire au départ, j'ai expliqué ma vision et surtout ma vision des partenariats avec le monde marchand. Mais justement, est-ce que c'est pas le fait que tu ne sois pas allé à un entretien d'embauche, mais à un entretien commercial, on dirait, basiquement, qui t'a totalement libéré ? Parce que je ne suis pas convaincu que si tu avais été en entretien d'embauche, est-ce que tu aurais eu le même discours ? Peut-être pas. Il y aurait eu quand même une grosse partie similaire, mais je me dis, entre guillemets, sur un malentendu, tu sais, ça peut marcher, hein, Jean-Claude Duss, mais je trouve ça incroyable que tu arrives en te disant, c'est plutôt une prestation que je vais vendre, et au final, c'est la structure de ta vie. Ah oui, je pense qu'on peut dire que c'est une des structures de ma vie. La directrice générale qui m'a recrutée était quelqu'un d'extrêmement ouvert et qui pouvait entendre même une vision un peu décalée de la sienne et qui m'a toujours fait confiance. C'est-à-dire que quand je suis arrivée à la Fondation des Amis de l'Atelier, bien sûr, j'ai honoré toutes les missions de base d'une directrice communication et collecte au départ. Et petit à petit, les échanges que nous avions eus lors de notre entretien de recrutement ont pu être amenés, parce qu'il fallait déjà stabiliser la base. Et après, 2 ans après, ou 2 ans et demi après, elle m'octroyait un poste dédié au mécénat au sein de mon équipe. Donc c'était il y a une dizaine d'années ? Oui. C'était déjà très en avance par rapport au reste du monde associatif, en France j'entends. Qu'est-ce que tu mets en place en premier lieu ? On va revenir sur ton job de DIRCOM classique, mais quelque part il est relativement classique, tu serais dans le privé ou dans le public, ce serait relativement similaire. Mais qu'est-ce que tu mets en place d'emblée ? Alors tu as 5 ans évidemment d'indépendance, donc tu maîtrises la chose plus que bien, mais qu'est-ce que tu mets d'emblée lorsque tu fais ce côté mécénat, tu vas chercher les fonds, ce fameux fundraising comme on dit là-bas ? Alors déjà, tu disais par rapport au milieu associatif, c'est assez novateur, je dirais encore plus dans le secteur médico-social. Parce qu'en fait, dans le médico-social, on est principalement financé par les ARS, conseils départementaux. Tu fais bien de le dire, parce qu'il y a d'autres associations qui ont l'habitude d'aller chercher des fonds depuis toujours, beaucoup d'ONG par exemple. Tout à fait. Mais dans le médico-social, ça n'existe pas. Allez, on va dire les choses clairement. Donc félicitations, bravo à ta DG. Et donc, au bout de 2 ans et demi que tu es là, DIRCOM, est-ce que tu passes pour une cinglée auprès des autres personnes, des autres collaborateurs et collaboratrices de la maison ? Pas du tout, parce qu'en fait, au fur et à mesure que ça progresse dans ma tête, en fait, on met en place des petites actions l'air de rien et on acclimate et on acculture en fait les directeurs d'établissement, les directions du siège, etc., à ce que le mécénat et le partenariat avec le secteur privé lucratif soit possible. Parce que moi, j'aime bien parler de notre secteur médico-social, c'est du privé non lucratif. Alors, c'est à chaque fois, je le dis, mais ça fait PNL, comme programmation neurolinguistique, comme le groupe de rap, etc. Et c'est très important pour moi de dire, le privé non lucratif peut mailler avec le privé lucratif. C'est possible. Et ça, une fois qu'on l'a posé, une fois qu'on a fait 2-3 tests, qu'on l'a montré, moi, j'ai pas eu l'impression d'avoir de personnes qui ont résisté. Par contre, au départ, c'était de dire, mais pourquoi alors qu'on a des financements ARS et conseils départementaux ? Et en fait, plus j'en parlais au directeur d'établissement, plus il me disait, oui, on dirait qu'on a ce projet-là, mais on n'a pas de financement. Et là, j'ai dit, vous savez, il y a une autre voie, c'est qu'on peut peut-être trouver des mécènes pour ce projet. Comment tu vas les chercher ? Comment tu vas les trouver surtout ?
Alors déjà, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille beaucoup les projets en amont. Et après, on fait des recherches, je vais te dire, tout sur Internet, via l'Admical, quand même référent dans le mécénat d'entreprise. Et puis, on est créatif. C'est-à-dire que parfois, on va taper un peu dans le dur. Et puis, il y a 10 ans, il y avait beaucoup moins d'appels à projets hyper structurés, 10 ans, on cherche. Par exemple, la Fondation Orange, c'est une des premières fondations sur lesquelles je m'étais attardée. À l'époque, il y avait 3 axes. Il y avait je crois que c'était la musique des voix, il y avait l'autisme, mais c'était autisme et digital. C'était assez large comme thématique. Alors que maintenant, les appels à projets sont de plus en plus précis. Et finalement, il y a de plus en plus de mécénat dans le médico-social, de plus en plus d'acteurs qui vont sur le handicap en termes de fondation d'entreprise ou d'entreprise, mais les appels à projets sont tellement précis que parfois c'est très difficile d'y arriver et d'être dedans. Et on peut pas y aller au chausse-pied parce que l'idée, c'est pas de dénaturer le projet de départ. Donc, c'est beaucoup de travail avec les porteurs de projets et avec les mécènes. Donc, on identifie les mécènes, on les contacte, on voit avec eux, on répond aux appels à projets. Et puis, il y a aussi autre chose. C'est qu'il n'y a pas que les gros mécènes. Il y a aussi les petits mécènes de proximité. Je comprends parfaitement. Je pense que nos TPE-PME, moi j'ai été élu à la CPME, donc la Confédération des PME, donc le MEDEF pour les PME pour faire court. Et je sais pertinemment qu'il y a énormément de fraternité. Alors la CPME a un côté très maçonnique, il faut regarder tout simplement le logo, donc ça tombe bien, ça me parle énormément. Mais au-delà de ce fait, il y a toujours eu beaucoup d'entraide du monde de la TPE, PME avec l'associatif, parce que finalement c'est cette fameuse proximité. Donc il n'y a pas que les World Company qui donnent. Mais c'est déjà très très bien. Ah mais nous, on travaille énormément avec des PME et finalement, la proportion entre les sommes qui financent nos projets sont bien plus importantes. Enfin, si on fait le ratio entre ce qu'ils donnent et leur chiffre d'affaires, c'est énorme. Par exemple, quand on a des PME qui nous financent 2 Joëlettes, vous savez, c'est pour courir, etc., alors qu'on va avoir des gros mécènes qui vont financer la moitié d'une Joëlette, en fait, parfois, il y a un rapport entre le temps passé et l'efficacité de nos démarches qui est un peu déstabilisant. Alors la Joëlette a été créée par un mec qui s'appelle Joël et ça permet aux personnes en situation de handicap mobile, bon bref, les personnes qui sont en fauteuil roulant, le fameux fauteuil roulant, de pouvoir faire passer un petit peu tout terrain. Ah bah tout faire. Voilà, des marathons. Et pas que les personnes en situation de handicap physique, puisque les personnes qui sont fatigables, et bien finalement, nous, on a des personnes qu'on accompagne qui sont fatigables, qui ne pourraient pas courir même 5 km, ni faire de la rando. Et bah, ça permet, nous, on a 5 Joëlettes à la Fondation qui peut tourner dans l'établissement et qui permet de participer à des courses. Des PME qui donnent, des grands groupes qui donnent, en tout cas des plus grosses sociétés qui donnent. Finalement, tu t'aperçois que la balance... au prorata de qui ils sont, va plutôt du côté de la PME, même si j'imagine que financièrement... En fait, c'est très, très différent. C'est-à-dire, c'est incroyable, il n'y a pas de règle. En fait, dans le mécénat, il n'y a pas de règle. Ni dans comment tu réponds à un appel à projet, ni du process, ni une règle liée à la temporalité. En fait, chaque projet peut être proposé à plusieurs mécènes et chaque mécène a un modus operandi différent. Donc, c'est énormément de boulot. Est-ce que c'est pas justement un peu épuisant tout ça? Parce que quand j'entends appel à projet, je pense à appel d'offres publiques, moi qui ai une agence depuis 16 ans, que c'est donc relativement similaire, même si c'est pas nécessairement la même personne auprès de laquelle tu vas répondre, mais c'est de la paperasse à fournir, c'est une recommandation à fournir, bon, c'est extrêmement pénible pour finalement avoir 10 sacs, ça n'a aucun intérêt. J'exagère, mais je fais exprès de taper un peu dur, mais est-ce qu'à un moment, on va pas essayer de rendre les choses un petit peu plus simples, primo, un peu moins pénibles, et puis éviter ces appels à projets qui ne servent strictement à rien. Alors, c'est pas la tendance. La tendance, c'est à la complexité. Alors, juste pour te dire, moi, j'ai une personne dans mon équipe qui s'occupe du mécénat en particulier. Cette personne, je pense, cette année, elle a répondu à 80 appels à projets et je pense qu'elle en a remporté 15. On s'est rendu compte que dans le médico-social, on allait être taqué en termes de volume de mécénat. Donc, en fait, nous, ce qu'on est en train de développer, c'est plutôt comment on maille avec l'entreprise de manière générale. Je t'explique. Il y a le mécénat, certes. Alors, quand je te dis le mécénat, c'est en nature, en compétences, voilà. Mais pas que. Il y a aussi la taxe d'apprentissage, puisqu'il y a certains de nos établissements qui est éligible à la taxe d'apprentissage. Et tu vois, l'année dernière, on a quand même récolté 250 000 € en taxe d'apprentissage pour subvenir à des projets de formation de nos travailleurs des AT ou de nos IME, donc pour les enfants autistes. Et puis, on a aussi tout le maillage autour de l'inclusion. C'est-à-dire qu'une entreprise, quand elle est dans le giron de la fondation, ça peut être un prestataire, un fournisseur, un partenaire. Nous, ce qu'on veut, c'est le transformer en mécène, en taxe d'apprentissage, mais également comme entreprise accueillant des stages ou des emplois des personnes en situation de handicap. Je comprends très bien, c'est du bon sens.
Sauf que c'est pas si simple que ça à faire. Quelle est la part de communication, de persuasion? Et au passage, félicitations à la personne. Comment s'appelait Anne-Marie. Eh bien, Anne-Marie, félicitations. Avoir 20%, un ratio positif de 20% de transformation, c'est sincèrement magnifique. Donc, bravo Anne-Marie. Mais je reviens à ce que tu disais. Comment tu peux réussir à convaincre tes mécènes de t'accompagner sur la taxe d'apprentissage, sur ci, sur ça? Comment tu fais pour que ce soit un full partner? Déjà, on a une communication globale. C'est-à-dire que, tu vois, on édite 3 fois par an un magazine Amitié sur ce qu'on fait en établissement. Il y a une partie dans ce magazine, en fait, qui explique comment agir ensemble. Donc, en fait, ça donne plein d'idées, plein de retours d'expérience. On a des réseaux sociaux extrêmement dynamiques qui mettent en valeur, qui mettent en lumière tout ce qu'on fait. Et je pense que cette communication crée une proximité avec nos partenaires, futurs partenaires, et surtout leur permet de voir que si on les a en partenariat sur un des sujets, on peut les avoir sur d'autres sujets. Et puis, encore une fois, c'est de la communication interpersonnelle. C'est de nous. Alors, moi, j'ai une équipe, on est 5 à la communication. J'ai une personne qui s'occupe du digital et du soutien événementiel. J'ai une autre personne qui s'occupe de tout ce qui est print. Le magazine, le projet stratégique, le rapport d'activité, toutes les plaquettes pour tous les établissements et services et la collecte grand public. Anne-Marie qui s'occupe du mécénat et on a une assistante communication qui s'occupe de tout ce qui est photothèque, etc. et de créer aussi des outils de communication parfois spécifiques pour les mécènes en l'occurrence. Un exemple d'un outil spécifique mécène? Je vais te donner un exemple. Tu sais, les mécènes, nous, ce qu'on adore, c'est aller à la rencontre d'eux. Mais aller à la rencontre d'eux, le mieux, c'est que ce soit les personnes qui se déplacent dans nos établissements et services pour voir ce qu'on fait, pour rencontrer des usagers, et puis pour ressentir ce qu'on fait, parce que c'est difficile de comprendre. Donc, on a développé de plus en plus de vidéos sur YouTube et les personnes peuvent voir ce qu'on fait, mais c'est bien de venir. Sauf qu'ils n'ont pas toujours le temps. Donc, ce qu'on fait, par exemple, et notamment, tu sais, pendant la période du Covid ou quand il y a eu les reconfinements, etc., on a créé des visites virtuelles. C'est-à-dire que pour des projets où, par exemple, on cherchait des partenaires, des mécènes pour rénover des établissements, on faisait une visite virtuelle qu'on leur envoyait. Donc, c'est du boulot, mais c'est nécessaire pour cette proximité. Et de toute façon, moi, je crois que le handicap dit invisible, il faut le montrer et il faut aller à la rencontre des gens avec qui on maille, quel que soit le partenariat. Ça me paraît être le b.a.-ba, mais encore une fois, je pense que ce monde associatif qui puisait dans le médico-social, qui n'était pas habitué, qui n'est toujours pas en 2026 habitué à aller chercher des fonds qui sont privés, il est temps qu'ils se réveillent. De toute façon, ils n'ont plus le choix, sinon ils vont mourir. C'est-à-dire que tu fais ton travail du quotidien avec les fonds de l'ARS, des conseils départementaux, quand il s'agit de promouvoir la citoyenneté et l'autonomie des personnes en situation de handicap. Quand tu as des travailleurs d'ESAT qui, pour bien faire leur boulot, devraient avoir le permis de conduire pour aller sur leur chantier, par exemple, d'espace vert, et que, compte tenu du stress, compte tenu du coût, etc., ne vont pas pouvoir passer le permis de conduire. Mais nous, en fait, alors quand je dis nous, c'est la fondation, parce que mon job, c'est pas de créer le projet. Le projet, il va être créé par les établissements et services. Nous, on va aider pour le financement. C'est de dire, pourquoi pas mettre en place déjà le financement de permis de conduire pour certains. On a acheté un simulateur de conduite et on a même acheté des véhicules sans permis. Et ça permet, grâce au simulateur de conduite, d'apprendre à conduire et grâce aux véhicules sans permis, de ne pas avoir à passer par le permis de conduire pour des petits déplacements, puisque c'est des déplacements finalement à 1, 2, 3, 4, 5 km d'ici. Donc c'est vraiment de l'ultra-proximité et ce sont des entreprises, des structures privées qui ont financé en partie ces choses-là. Tout à fait. Donc, encore une fois, chers auditrices, auditeurs, comprenez bien que dans le monde associatif, qui plus est, on est dans le médico-social. Donc, s'occuper, entre autres, de personnes en situation de handicap, parce qu'on n'a pas encore parlé des ESAT, etc. Mais on reviendra là-dessus. Mais quand on travaille avec des personnes en situation de handicap, il faut comprendre qu'on ne vient pas les aider pendant 2 ou 3 mois. C'est pas de l'hébergement pendant un temps, on les accompagne quasiment toute leur vie. Toute leur vie, sur tous les pans de la vie qui sont nécessaires pour compenser le handicap. Absolument. Donc, on va parler des AT évidemment, et là c'est du travail, mais comprenez bien encore une fois, chers auditrices, auditeurs, que tout cela demande du temps, du charbonnage intellectuel, beaucoup de sueur. Parfois, on se prend un peu la porte dans la figure, j'imagine, on doit être un petit peu déçu. Mais quelle fierté néanmoins de faire bouger les lignes pour des gens qui en ont réellement besoin. Tu parlais de sens. Là, honnêtement, c'est quand même un kiff total. Bon, toi, ça fait 12 ans, donc la question ne se pose mais c'est bien. toujours le kiff.
C'est toujours le kiff. Quand on réussit à financer un extérieur d'établissement, d'aménager un parcours sportif, de payer, on parlait de Joëlette, de payer des permis de conduire, de créer des ateliers théâtre pour des personnes pour qui ça fait la différence, oui, c'est du sens. Et c'est bien pour ça que je suis là depuis 2014. C'est-à-dire que je n'ai rien contre le secteur privé lucratif, j'en viens. Par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai l'impression d'être utile, concrètement, pour d'autres personnes. Et pour moi, ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de prix. Enfin, ça a de la valeur et ça n'a pas de prix.